Bonjour, aujourd'hui un podcast pour rédiger une introduction de commentaires de dissertation. Voici quelques conseils utiles. Commençons d'abord par la dissertation et ensuite on passera aux commentaires. Alors, en premier lieu, nous avons besoin du petit poisson. Mon merveilleux petit poisson, qui est un emblème aux États-Unis, le goldfish, c'est un petit biscuit, et qui représente pour moi l'accroche, c'est-à-dire cette première phrase où on essaie d'attirer le lecteur, comme s'il s'agissait d'un petit poisson. On va essayer de lui faire accrocher, le faire accrocher à notre dissertation. D'accord ? Alors, pourquoi a-t-on besoin d'un petit poisson ? Il s'agit d'une transition avec le monde réel. Imaginez votre correcteur, il est dans son lit, il a les pieds sur la table, je ne sais pas. Et puis là, il va commencer à corriger, à lire une dissertation. Il faut une certaine transition. On ne peut pas commencer les choses de façon trop abrupte. Il est peut-être aussi à sa 50e copie. Et donc, on a besoin de quelque chose qui soit un peu original, qui sorte un petit peu de l'ordinaire. D'où l'importance de l'accroche. Ensuite, vous devez présenter les œuvres. D'accord ? Alors n'oubliez pas de les citer précisément. Le nom de l'auteur, le titre et la date de publication. Votre correcteur n'aura peut-être pas lu les œuvres, surtout si vous travaillez le jour du baccalauréat international. D'accord ? Cela ne fait donc pas de mal de les présenter en une phrase. D'accord ? Alors attention, il ne faut pas vous lancer dans le résumé de l'œuvre. D'accord ? On ne veut pas que vous soyez en train de résumer, les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. C'est beaucoup trop, vous ne faites pas le résumé. D'accord ? Mais en une phrase, vous pouvez présenter un tout petit peu le contexte, le thème, etc. Vous passez ensuite à la présentation du sujet lui-même. D'accord ? Il faut le citer le plus exactement possible. Vous avez le droit de le reformuler légèrement, mais attention à ne pas oublier des aspects importants. D'accord ? Donc, si vous le citez, vous utilisez les fameuses guillemets. Si vous le reformulez, non. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas des aspects importants. Il ne faut pas traiter un autre sujet à la place. Parce que là, ça va être le danger de justement ce qu'on appelle le hors-sujet. D'accord ? On ne veut pas que vous fassiez de hors-sujet. C'est le pire qu'il puisse exister. D'accord ? Alors ensuite, vous passez à la définition des mots-clés. C'est une étape très importante car elle vous permet de bien traiter le sujet sans en oublier des aspects essentiels. De plus, cela peut vous permettre de faire un plan qui soit intéressant. D'accord ? Plus vous définissez les mots-clés de façon personnelle, plus votre plan va être intéressant et va être différent des autres. D'accord ? Alors, je vous donne un exemple. Même des thèmes en apparence un peu bateaux peuvent donner lieu à des définitions intéressantes. D'accord ? Si par exemple, on vous demande d'aborder le thème de l'amour, dans votre analyse, c'est plan-plan, l'amour, vous pouvez tout de même le diviser en plusieurs éléments qui vont être des éléments plus personnels, votre définition à vous de l'amour, ou alors des définitions qui viennent des œuvres que vous allez étudier. Par exemple, la séduction, l'amour sensuel, l'amour physique. Ça peut être aussi l'amour filial, tout simplement, c'est-à-dire entre un parent et son enfant. Ça peut être l'idée de passion, ça peut être beaucoup de choses. D'accord ? Alors là, j'ai représenté ça de façon visuelle, l'amour avec les petits cœurs de la Saint-Valentin, ça peut être les liens sacrés du mariage, ça peut être l'amour filial. Il y a beaucoup de définitions différentes de l'amour. Et vous voyez qu'ici, ça devient plus intéressant. Après avoir fait tout ça, vous devez exprimer la problématique. Alors la problématique, c'est l'angoisse de tous les élèves. D'accord ? On n'aime pas la problématique, on ne sait pas ce que c'est. Bon, essayons d'examiner les choses sans panique. Moi, je dirais que c'est une sorte de chapeau, une sorte d'ombrelle ou de parapluie. C'est à vous de choisir ce que vous voulez comme métaphore qui vous permet d'englober tous les aspects de la question en même temps. D'accord ? C'est très important, les mots englobés et en même temps. C'est à cette problématique que vous allez répondre dans votre dissertation. D'accord ? Donc c'est une sorte de réponse à la problématique. Celle-ci, c'est pour ça qu'elle est un peu difficile, comportera souvent un paradoxe. Donc c'est une idée un petit peu subtile, un peu paradoxale, qu'on ne comprend pas forcément au premier abord de façon simple. Et c'est pour ça qu'il faut écrire toute une dissertation sur le sujet. Alors maintenant, si vous ne comprenez pas ce que c'est une problématique, pas de panique. Cela vient avec la pratique, c'est-à-dire que si vous êtes, en classe de seconde, on ne va pas vous demander la même chose que si vous êtes en classe de terminale ou à l'université. D'accord ? De plus, de nombreux sujets sont en fait des problématiques. D'accord ? Donc souvent, la problématique, elle est donnée. C'est le sujet lui-même. Donc ne vous compliquez pas la vie. Si vous savez ce que c'est une problématique, c'est très bien. Sinon, tant pis, vous allez être, vous
vous aurez froid à la tête, vous allez attraper un coup de soleil, ou bien vous serez mouillé. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même faire une bonne dissertation. Nous passons ensuite à l'annonce du plan. D'accord? Alors, ça, c'est un petit point sur les francophones. D'accord? Les francophones, si groupe auquel j'appartiens, sont la plupart du temps bêtes. Il leur faut, contrairement aux subtils anglo-saxons, 3 choses. D'accord? Notez bien ces 3 choses. La première, c'est une annonce du plan qui soit claire et précise. La deuxième, c'est une annonce du plan qui soit claire et précise. Et la troisième, vous l'aurez deviné, il faut une annonce du plan qui soit claire et précise. Alors, maintenant, trêve de plaisanterie, vous êtes prévenus, il ne s'agit pas d'annoncer votre plan 3 fois, mais une seule fois, ça suffit. D'accord? Alors, il faut annoncer son plan. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que le pire pour un correcteur, comme moi, c'est d'avoir à faire du rétropédalage, c'est-à-dire pédaler en arrière et de revenir dans votre devoir à l'introduction. Pour savoir, saperlipopette, quel plan l'élève a-t-il bien voulu suivre? D'accord? Niet, c'est pas possible. Si on est obligé de revenir en arrière, c'est que votre plan, ça va pas. D'accord? Pour ce faire, pour expliquer votre plan, n'oubliez pas de merveilleux connecteurs logiques, tels que dans un premier temps, en premier lieu, tout d'abord, pour commencer, et puis après vous recommencez dans un deuxième temps, en second lieu, ensuite, enfin. Revoyez votre liste, hein, il s'agit d'un autre podcast. Voilà. Maintenant, je vous donne un petit point sur la question des pronoms personnels. Pourquoi? Parce que mes élèves me posent souvent la question « Madame, quel pronom doit-on utiliser dans nos devoirs ?» Ma réponse préférée, en bonne citoyenne du monde, est « Ça dépend ». Les pratiques culturelles sont en effet différentes. Ainsi, en France, on va vous assassiner au bac si vous osez dire « je ». Il faudra dire « nous » ou alors « on ». Mais attention, parce que « on » est un peu plus familier. D'accord? Donc, il faut quand même préférer plutôt le « nous ». Par contre, si vous passez le baccalauréat international, les formalités ne sont pas aussi draconiennes et donc vous pouvez oser le jeu. D'accord? Cela dit, ça ne vous donnera pas des points en plus, mais ça ne vous en enlèvera pas non plus. D'accord? Alors maintenant, je passe à quelque chose de plus concret. J'ai choisi un sujet délibérément simple. J'ai choisi des œuvres que j'aime, que je vous conseille de lire. L'étranger d'Albert Camus, un grand classique. Et puis, quelque chose de plus moderne, Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami. Magnifique. Long, mais magnifique. Voici le sujet. Dans quelle mesure les œuvres étudiées au programme abordent-elles le thème de la mort? Et dans quel but? Fastoche. D'accord? Alors, je vais vous montrer mon introduction. Et puis, à chaque fois, je vais vous dire à quelle étape ça correspond. D'accord? Donc, je vous conseille de faire pause ici et de lire tout seul l'introduction. Je ne vais pas la lire. Alors, je commence. Pourquoi la mort, Thanatos, est donc-elle un thème de prédilection de la littérature en général, transcendant les genres littéraires, les époques et les lieux? Alors, vous l'aurez compris, il s'agit ici de l'accroche. D'accord? Donc, ça, c'est l'accroche. Dans les romans Kafka sur les rivages d'Haruki Murakami, en 2002, dont le personnage principal est poursuivi par la malédiction oedipienne qui tuera son père, et L'étranger d'Albert Camus, 1942, où le héros est coupable d'homicide volontaire, on remarque d'emblée une prédominance du thème de la mort, qu'elle soit littérale ou symbolique. 2 points. Mort de personnages secondaires, violence qui y est associée, transformation du narrateur qui doit mourir symboliquement pour mieux renaître. Alors, j'avoue, cette phrase est un peu longue. Je pourrais faire des efforts au niveau du style. Cela dit, vous avez vu que j'ai annoncé d'abord les œuvres. D'accord? Je les ai présentées. On a donc ici une présentation des œuvres. Et avec cette présentation, on a le titre, on a le nom de l'auteur, on a la date, et puis j'ai fait une petite présentation du thème principal en rapport avec la notion de la mort. D'accord? Donc ça, c'est la présentation des œuvres. On va la noter P.O. Magnifique. Alors ensuite, je ne sais pas si vous avez compris, mais ce que j'ai voulu faire ensuite, c'est une sorte de, d'annonce de la problématique. Pour moi, donc, il y a la prédominance du thème de la mort, d'accord? Bon, ça c'est bateau, mais la problématique, elle est là. Il me semble que ça, c'est vraiment intéressant. La problématique, c'est l'idée que la mort peut être entendue au sens premier du terme, mais la mort peut être aussi une mort symbolique des personnages, d'accord?
Et donc après j'explique, c'est pour ça que j'ai j'ai 2 points d'explication: mort de personnage secondaire, violence qui est associée, transformation du narrateur qui doit mourir symboliquement pour mieux renaître. D'accord? Donc là, c'est une sorte de prolongement de la problématique qui donne sur une sorte de définition de ce que j'entends la mort dans ses œuvres. D'accord? Alors ensuite, je passe maintenant à l'annonce du plan. N'oubliez pas, les francophones sont des êtres particulièrement bêtes. C'est une blague, bien sûr. Je préfère le dire quand même, ne pas avoir de problème dans ce podcast. J'ai annoncé mon plan, et je l'ai annoncé avec des gros sabots, c'est-à-dire de façon très évidente. Dans un premier temps, nous examinerons, futur simple, le thème de la mort dans ces 2 ouvrages et comment celui-ci s'exprime au travers du destin des personnages ainsi qu'à un niveau figuratif. Nous nous attacherons, toujours le futur simple. Ensuite, d'accord? Donc c'est la deuxième partie. Vous voyez, la première partie est là et la deuxième partie est là. À la signification profonde de ce thème et aux intentions de l'auteur que celui-ci véhicule. D'accord? Dans les 2 cas, vous avez vu que j'ai fait preuve de réflexion personnelle. C'est-à-dire que j'ai donné des définitions assez précises. Le destin des personnages, le niveau figuratif, c'est-à-dire le niveau symbolique, la signification profonde et les intentions de l'auteur que celui-ci véhicule. Voilà, je vous remercie bien. Non, il y a encore autre chose, excusez-moi. Je voulais faire une toute petite parenthèse sur l'introduction, cette fois-ci à un commentaire. D'accord? C'est à peu près la même chose, donc je ne vais pas répéter tout. D'accord? Mais il y a quelques petites choses qui diffèrent. D'accord? Vous ne faites pas la présentation du sujet, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de sujet. Et vous ne faites pas l'analyse des mots-clés. D'accord? C'est pas très compliqué. Mais vous allez remplacer cela par quelques éléments reprenant la teneur globale du texte à étudier. C'est-à-dire une sorte de résumé de 1 à 3 phrases en général sur le texte. D'accord? Surtout s'il s'agit d'un texte en prose, le résumé est approprié. D'accord? Mais ça peut être une présentation des différents thèmes présents, qu'il s'agisse de la prose ou de la poésie. Ou parfois, si vous avez envie, ça peut être une petite description de la forme et de l'articulation avec le style, en particulier pour les poèmes. D'accord? Là, vous pouvez ressortir votre science, les alexandrins, le sonnet, les vers libres, etc., en liant tout cela, bien sûr, au sens général du texte. D'accord? N'en faites pas trop, 1 à 3 phrases maximum. Ce n'est pas des phrases de 15 lignes comme moi j'ai fait dans mon introduction. Ne suivez pas mon exemple. D'accord? Alors, dans le cas du commentaire, la problématique aura pour but de capturer l'essence du texte. D'accord? Et donc, ça n'est pas capturer l'essence du sujet, ça va être capturer l'essence du texte en 1 ou 2 phrases. D'accord? Voilà, donc c'est à peu près tout. Je voulais juste attirer votre attention sur une dernière chose. Une chose à ne pas faire dans l'introduction, et je l'ai vu souvent dans les copies. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une explication stylistique du texte, en particulier s'il s'agit d'un poème. D'accord? Il ne faut pas le citer. Pas de citation en introduction. Si vous avez des citations en introduction ou en conclusion, il y a un problème. Voilà, je vous remercie et passez une très bonne journée.